décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. En arabe, pour dire croiser des chemins, on use de deux définitions, au choix, et l'inverse l'une de l'autre. On dit multaqa at-turuq, la rencontre des routes, ou muftaraq at-turuq, la séparation des routes. On utilise l'une ou l'autre pour nuancer le recours à la formulation, pour annoncer la couleur, faire comprendre très finement, dans le cas de la séparation des routes, muftaraq at-turuq, que nous sommes dans une situation où des destins vont se défaire, des alchimies se disperser, des choix antagonistes prendre des directions différentes. Ou, au contraire, dans le cas de rencontre des routes, et d'une façon tout aussi sublime, multaqa at-turuq, des forces qui se rencontrent pour un même objectif, des énergies affluées vers un même centre pour constituer une puissante synergie, une symbiose harmonieuse, s'imposer en force centrifuge. Le destin de l'Algérie est aujourd'hui dans cette vision contradictoire de la croisée des chemins, mais dans la version que je viens de décrire, dans celle de muftaraq at-turuq ou de multaqa at-turuq. Celle d'un régime aujourd'hui acculé à ses derniers retranchements, qui est foncièrement dans un ADN de subversion, de division, de discorde et donc de dispersion de la population pour l'affaiblir et pouvoir ainsi continuer de la dominer. Et face à lui, des énergies trop longtemps savamment divisées, stratégiquement éparpillées, dressées les unes contre les autres et qui aspirent aujourd'hui à constituer une synergie, un socle politique fondateur pour l'avènement d'un État démocratique où la seule souveraineté, la seule, serait celle du peuple, où les élections ne seraient plus un vain mot, encore moins la pratique ô combien éprouvée de la fraude, de la force brutale et du détournement des voix. Avec cette sorte de veillée d'armes sociales qui s'installe dans le pays, à travers le sourd grondement d'une population qui semble se réveiller de la longue anesthésie politique dans laquelle elle a été laborieusement plongée, à travers ces grèves des transporteurs qui sont aujourd'hui à plus d'une semaine d'arrêt quasi total du travail, partout dans le pays, à travers cette hystérie qui s'est emparée de certains milieux du pouvoir, à travers ces menaces et cette pression exercée contre les leaders des grévistes, à travers cette presse aux ordres qui verse dans une odieuse désinformation, à travers ces appels qui fusent ici et là sur les réseaux sociaux pour appeler à un sursaut. Nous sommes aujourd'hui très nombreux à ressentir ces mouvements sociaux et ces réactions de panique de système comme une croisée des chemins dans son double entendement. Permettre, encore une fois, à ce régime de pouvoir disperser nos aspirations à une Algérie heureuse, ou faire en sorte que toutes nos saines énergies affluent tout ensemble à multaqa at-turuq.
Algérie, la croisée des saines énergies, point d'interrogation. Avec nous pour en parler aujourd'hui, deux militants politiques pour la démocratie. Ici avec moi sur le plateau, Mohamed Bakir. Mohamed Bakir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Azoul, et je salue les téléspectateurs. Merci. Depuis Strasbourg, notre ami Assia Gshoud. Assia, merci d'être avec nous. Il semble qu'il y a un problème. Le micro est coupé, je crois. Oui, voilà. Salam alaikum, Azoul Fillaouen. Bonsoir et merci pour l'invitation, Jamaldin. Je suis ravie d'être parmi vous. Et je salue également les téléspectateurs et votre invité. Merci, Assia. Alors, nous allons commencer par Assia, par pure galanterie. Assia, il se passe, on sent que quelque chose se réveille en ce moment en Algérie. Depuis la fin du Hirak, il y a eu ici et là, de temps en temps, quelques petites turbulences, mais sans plus si l'on accepte la subversion du régime, la répression sans fin, l'emprisonnement de centaines, voire de milliers de gens, puisqu'il faut compter aussi ceux qui sont rentrés et sortis de prison. Il n'y a pas que ceux qui sont encore en prison qu'il faut décompter. Mais là, en ce moment, il semble que quelque chose soit en train de se mettre en place, qu'un mouvement social d'importance s'est constitué, j'allais dire, de lui-même, en dehors, bien sûr, du syndicat le plus puissant d'Algérie, l'UJTA, dont tout un chacun sait qu'il est à la solde du régime, et que les autres syndicats indépendants sont tous méticuleusement fliqués et qui ne peuvent rien se permettre. Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère actuelle dans le pays et ces appels qui commencent à se faire jour dans les réseaux sociaux pour une reprise, j'allais dire, du Hirak ou du moins d'un mouvement politique d'envergure pour une revendication claire d'un État démocratique. Assia Gshoud, pardonnez-moi cette trop longue question. Non, très bien, ça me donne pas mal d'éléments. En fait, c'est plutôt la continuité du Hirak, plutôt qu'une reprise. Et moi, je vois ça plutôt aussi comme un cri collectif. C'est-à-dire que ces grèves et ces mouvements sociaux sont le symptôme d'un cri collectif. Au bout d'un moment, quand depuis des années, les choses vont mal dans un pays qui est très très mal dirigé, que les compétences des personnes qui dirigent sont d'un niveau aussi bas, à un moment donné, il faut que ça éclate. Et nous l'avons toujours pensé et dit qu'à un moment donné, nous allions arriver à ce que le peuple s'insurge, mais cette fois-ci pour des raisons économiques, pour des raisons sociétaux, mais pas forcément pour les mêmes raisons que le Hirak était sorti en 2019. Mais finalement, ça se rejoint. La façon dont l'État est en train de traiter cette critique sociale est plutôt révélatrice d'un manque de maturité politique, parce que nous vivons, par exemple, vous et moi, Jamaldin, en France, on voit bien que les grèves sont plutôt une tradition dans ce pays, qui est assez enviée à travers le monde. Le français est râleur et les grèves sont coutumes, pratiquement quotidiennement. Actuellement, il y a la grève des médecins généralistes. Voilà, il y a d'autres grèves qui vont également emboîter le pas. Ce n'est pas un problème. C'est simplement des revendications des citoyens face à des problématiques qui sont sociétales, qui sont du quotidien de tous les citoyens, de tous les Français.
Et il le revendique en sortant, en faisant grève, en manifestant, etc. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour autant que l'État va parler de Ayad Kharijia, d'une main étrangère ou d'ennemis qui ont fait bouger ces manifestants ou ces grévistes. Il va y avoir un dialogue, il va y avoir des débats, il va y avoir une écoute. Les syndicalistes vont être invités à des réunions à l'Élysée. Les parlementaires vont traiter de ces problématiques, les députés également. Mais à aucun moment on va les accuser. Bon, on va peut-être développer justement sur les Justement, communiqués. vous faites bien d'évoquer cet aspect des choses, Assia, puisque, en effet, non seulement donc, les habituels relais politiques, j'allais dire, qu'on nous mettra entre guillemets, du système qui sont en train de tirer à boulet rouge sur ces grévistes, non seulement les potentats locaux ont été missionnés, j'allais dire, pour aller essayer de faire pression sur les leaders de ces mouvements, chacun dans sa région, dans sa ville, mais en plus, même la presse s'y est mise, où ces gens sont traités d'agents de l'ennemi qui visent à déstabiliser le pays. Ils citent même même les dépêches, des dépêches officielles, qui citent des groupes cherchant à déstabiliser le pays et qui ont été identifiés au Maroc, en France, en Angleterre, au Canada. Vous voyez un peu, c'est incroyable, Assia. Mais je vous laisse poursuivre avant de donner la parole à Mohamed Bakir. Ben, cet argument de stabilité, il a été tellement utilisé comme bouclier politique depuis toutes ces années, finalement, à toutes les sauces, hein. La stabilité, à partir du moment où il y a une critique, d'où qu'elle vienne, en tous les cas, la plupart du temps de l'intérieur, ils vont mettre en avant la stabilité comme étant ce fameux bouclier. Euh, alors que en réalité, ça démontre qu'à aucun moment ils veulent dialoguer. C'est la problématique depuis le début du Hirak, hein. C'est ce qu'on a reproché à ce régime, c'est qu'il n'a pas cherché à dialoguer avec le peuple. Il s'est aveuglement mis sur son piédestal en pensant qu'il pouvait tout régler en trouvant un bouc émissaire, mais à aucun moment il a écouté véritablement ce que les citoyens avaient à dire, parce que le hirak est un cri, une grève c'est un cri, les protestations sont un cri, c'est-à-dire on veut dialoguer, on veut trouver des solutions. Ce n'est pas l'ennemi extérieur qui cherche aujourd'hui à trouver cette solution, c'est, c'est un petit peu, ça commence vraiment, vraiment à voler très, très bas. Je ne sais même pas comment qualifier ce genre d'agissement. L'APS, qui est l'organe de presse officiel, qui est censé représenter l'État algérien, qui nous a démontré depuis un certain nombre d'années qu'il était capable de porter des jugements et de critiquer d'une manière aussi ostentatoire toute voix dissidente en accusant, parfois en insultant. Là, justement, ce parti politique qui est agréé, hein, et qui est bien, qui fait partie de ce pouvoir, finalement. Il a des députés, il y a des parlementaires. Il a même eu son représentant, son principal leader, qui a été aux élections avec M. Tebboune. Oui, oui, exactement. Et malgré ça, en fait, ces accusations qui lui sont portées juste parce qu'il a osé faire une critique, ça révèle clairement qu'aujourd'hui, enfin, j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux en tous les cas, qu'aujourd'hui, ce régime n'accepte aucune critique. Absolument aucune critique. Bon, après ça révèle d'autres choses et on sait pourquoi, notamment actuellement avec ce qui est en train de se passer à travers le monde, pourquoi ils tiennent absolument à blanchir leur image et à montrer que tout va bien en Algérie, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le développer par la Oui, suite. bien sûr, Assia. Alors, Mohamed Bakir, justement, au sujet de cette dépêche de l'APS, là, c'est connu qu'une agence de presse officielle, généralement, elle diffuse des dépêches très neutres, très objectives. Mais l'APS... La matière première pour les journaux. Absolument, qui est généralement de la matière pour journaux du monde entier,
qui exprime un peu la position officielle du pays. Mais là, c'est de l'hystérie. Ces deux dépêches qui sont sorties, si tant est qu'on peut les appeler, qualifier de dépêches, qu'est-ce que vous en pensez justement sur cette sortie de l'APS? C'est quoi? C'est de l'hystérie, de la panique, de la folie? Soubat l'APS, madame. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier l'avant-dernière dépêche, celle au sujet de Maduro. Oui. Où c'était lignifiant, Calme plat, c'était... Voilà. Ils ont même parlé d'arrestation. Je me suis dit, tiens, ils sont rentrés en coma profond. Et finalement, non. Non. Non, ils ne sont pas. Et ce type de pamphlet, ça dit réellement le fonctionnement du pouvoir algérien. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des médias qui peuvent porter le point de vue de certains secteurs du pouvoir. Mais théoriquement, l'agence de presse est liée à l'État, pas au pouvoir. Absolument. Or, ils ont asséché tout. ما بقى لهم والو ما بقى لهم l'opinion ما بقى لهم l'horizon ما بقى لهم المجاهد ما بقى لهم والو, il n'y a rien. Il ne reste plus que l'APS. C'est en soi un bilan. Pourtant, tous les autres journaux, tous les autres médias, les radios, les télévisions, ils sont tous couchés. Oui, effectivement. Donc, pour que ça porte, il faut que ça passe par l'APS. Mais c'est destiné à destiné à quel public, ce genre de... C'est là pour tout le monde. C'est incroyable. Pour toutes les rédactions. Ça veut dire, voilà la ligne à suivre. C'est là pour ce qui veut dire que... Voilà taillot, suce à l'ennemi. Voilà ce qu'il ne faut pas contredire. Tu veux chanter une autre chanson? Je me permets de vous lire... Le pire, c'est il est arrivé que ce genre d'hystérie se retrouve dans le Jaish. Oui. Il est arrivé que ça se retrouve dans le Jaish. La revue de l'armée algérienne. La revue de l'armée qui devrait s'occuper de sécurité nationale, qui devrait s'occuper de... Bien sûr. Donc, logistique. On se demande quelle est la culture qu'il y a au niveau des gens qui occupent les postes aujourd'hui. Et ça, c'est le délitement. On en a discuté plusieurs fois. Oui. On est face à un processus de délitement et qui touche le cœur même du pouvoir. Ce qui veut dire que c'est plus dans la périphérie du pouvoir que ce délitement se manifeste, mais c'est au cœur même du pouvoir qui se manifeste. Parce que il n'y a pas septicémie qui s'est répandue, y compris au cœur du pouvoir. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pays, pas même la Corée du Nord, où il y ait ce type de pratique. C'est des pratiques qui ne cadrent avec aucune culture d'État. Je vais me permettre de vous lire un paragraphe de cette dépêche. Il s'attaque directement à Hems, pour nommer. Eux, ils ne nomment pas, mais tout le monde sait que... Déjà, ça, en soi, c'est un problème. C'est un problème, c'était un allié. Même au-delà, ce qui veut dire que le débat public doit être transparent. Le débat public, on ne doit pas l'interpréter. Je n'ai pas à essayer de nommer savoir... les choses. Il faut nommer les choses, il faut de la clarté, il faut de la transparence. Comme ça, au moins, on sait de quoi il s'agit, on sait ce qui est reproché à tel, quels sont les arguments de tel, et on a un débat public, c'est ça les éléments du débat. Mais eux, comme on les connaît, ils nomment pas pour montrer qu'ils ne lui donnent même pas l'importance de le nommer. Et on ne sait pas qui parle. On ne sait pas qui parle, enfin, ok, c'est l'APS, ouais. C'est l'APS, mais c'est pas l'APS. C'est pas signé, absolument, pas évidemment, évidemment. Alors, avant de lire ce passage, je vais rappeler quelque chose. Dans les années 70, il y a eu une convention bilatérale entre la France et l'Algérie pour permettre aux franco-algériens de choisir. Il veut passer son service militaire en France ou en Algérie, il a le choix. Et donc là, je crois que c'était Giscard d'Estaing et Boumedienne qui avaient... C'est l'accord de 83. À 83. 83, c'est Mitterrand. D'accord. Mitterrand, d'accord. Alors ils ont signé, et c'était quelque chose de tout à fait acquis, où il n'y avait pas de... C'est une facilité qui est donnée accordée aux binationaux des deux côtés du pays. Alors là, ils tirent sur un député du Hems, qui est franco-algérien, et voilà ce qu'ils disent sur lui, sur ce député, pour le stigmatiser, pour le qualifier de traître. Plus grave encore, ce parti n'hésite pas à exploiter la colère des... Ah, pardon. Comment en effet peut-on se targuer de patriotisme viscéral quand l'un de ses députés a effectué son service militaire en France ?
l'ancienne puissance coloniale, et surtout quand ce même député a brillé par son absence à l'APN le jour du vote d'une loi historique incriminant la colonisation. C'est incroyable. Est-ce que vous savez que le président de la commission de défense à l'Assemblée nationale, c'est un petit jeune homme qui n'a pas passé son service national? Alors là... C'est le fils de Ben Grina. C'est l'héritier Ben Grina. Ouh là là. Il a été un bombardé. scoop, là. Il a été bombardé. Non, c'est connu. Ah bon? Il est bombardé président de la commission de défense à l'APN et le jeune homme n'a pas passé son service national. Oh là là. Donc Michael bi Michaelain, ce qui veut dire que si tu es avec moi, ben, tout est permis. Voilà. Si tu es contre moi, ben, je peux retourner contre toi tout ce que je veux. Si on essaye d'approcher cette question, cette personne, ce citoyen algérien, s'est porté candidat pour être député. Oui. Donc, comme en Algérie, on fait les enquêtes d'habilitation pour les candidats. Absolument. Donc, il y a eu une enquête d'habilitation qui a été faite. Il le savait avant les élections. Il le savait. Ce critère, à ce que je sache, il ne fait pas partie des conditions incapacitantes pour être candidat. Donc, dans la loi, il n'est pas interdit d'avoir passé la journée de citoyenneté en France et d'être candidat à ce poste. Parce qu'il faut parler loi, il ne faut pas parler autre chose. C'est-à-dire que soit on apprécie la chose d'un point de vue légal. Maintenant, s'ils veulent présenter une loi, un amendement technique de je ne sais pas quelle loi, ben, ils peuvent présenter cet amendement technique pour en faire un critère de disqualification par rapport à la députation. Oui. Mais tant que cette loi n'existe pas, ce genre de commentaire est nul et non... C'est même l'inverse, puisqu'il y a une loi qui lui permet de passer son service militaire en France. Et que, comme vous l'avez si bien dit, que vous lui avez permis, ça n'a pas incriminé... Ça n'a pas invalidé sa candidature. Et là, l'agence presse, dont tout le monde sait que ça relève... C'est plus grave que l'agence de presse. Oui. Ce qui veut dire que c'est plus haut que l'agence de presse, c'est au niveau du centre même du pouvoir. Bien sûr. Et on voit bien qu'ils n'ont que faire de la loi, ils n'ont que faire de la légalité. Mais une telle hystérie à un tel niveau, lorsqu'on sait que l'APS relève directement du président de la République. Je pense que dans la conjoncture à laquelle nous faisons face aujourd'hui, la conjoncture actuelle, il faut l'aborder sous deux angles. Il faut l'aborder sans complexe, mais il faut l'aborder avec une pensée complexe. On a une strate qui est une strate de lutte d'appareil, qui transparaissent de plus en plus au devant de la scène. Donc on a eu le fameux conseil du gouvernement, le conseil des ministres, où le ministre délégué à la Défense n'a pas daigné se présenter, alors que des canaux crédibles mais non autorisés ont dit qu'il vaquait à ses occupations dans son bureau au niveau du ministère de la Défense. Donc il n'était même pas malade. Le message est passé. Ensuite, il y a eu son absence aussi au moment du fameux discours bilan. De discours à la nation bilan de l'année 2025. Le discours aux députés et aux sénateurs de Tebboune. Par la suite, il y a eu quand même un fait qui est très révélateur, c'est la circulaire du gouverneur de la Banque centrale qui joignait aux banques de ne plus recevoir des dépôts fiduciaires en espèces de la part des opérateurs économiques, et que ces opérateurs économiques étaient sommés dans la quinzaine d'acquérir des terminaux pour des paiements électroniques. Ça aurait pu passer. Le hic, c'est qu'il a été débarqué et que la circulaire a été retirée. Donc déjà là, on voit qu'il y a des choses, qu'il y a des cloche-pieds, etc. Et plus sérieux encore, c'est que après le discours de Tebboune qui disait « Tout va bien, Madame la Marquise, nous maîtrisons l'inflation, nous maîtrisons les prix, nous maîtrisons tout. » Nous allons avoir un PIB qui va étonner le monde. 400 milliards de dollars, etc. Et là, on se retrouve au 1er janvier avec une augmentation qui vient de nulle part. Et une augmentation pas de n'importe quel produit. Dans la nuit. Ça veut dire les gens, au matin, ils sont réveillés avec un prix différent à la pompe. Et il faut bien comprendre que l'énergie, c'est l'intrant de tout le circuit économique. Ça veut dire que cette augmentation, mécaniquement, elle se retrouve dans tous les prix. Elle se répercute sur tous les prix. Que ce soit le logement, que ce soit le transport, que ce soit l'alimentation. Et donc sur l'inflation. Etc. Mais la question, c'est que
qui est derrière cette augmentation. Vous pensez que c'est quelqu'un qui aurait... C'est comme l'histoire de la circulaire du... Un complot pour dire les choses? Des batailles entre eux. D'accord. Les complots, je ne pense pas qu'ils soient d'un seul côté. C'est-à-dire que chacun complote contre l'autre. On ne sait pas autour de quoi ces choses-là sont en train de se dérouler aujourd'hui. On nous a dit que le gouvernement devait traiter d'une révision technique de la Constitution, qui a un petit riacha. Constitution, révision technique. Révision Mais technique. Tout le monde sait qu'il s'agit soit d'une prolongation de l'actuel mandat. D'autres voix ont fait le parallèle avec 2008. Oui. Donc, Celle de... Oui. soit prolongation du mandat actuel, soit ouverture d'un troisième mandat. Ouverture d'un troisième mandat. Donc, il y a tous ces aspects-là qui transparaissent et qui trahissent des luttes à mort. Mais ça voudrait dire que certains groupes au sein du pouvoir, qui sont antagonistes les uns aux autres, ont une mainmise sur certains mécanismes du pouvoir, puisqu'ils peuvent augmenter des prix, par exemple, entre autres. Chacun utilise, probablement que chacun utilise les leviers qui sont à sa portée. Mais il ne faut pas s'arrêter là, à mon avis. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut quand même voir qu'il y a une situation sociale qui est réelle, un désarroi social qui est profond, des problématiques qui sont d'une grande acuité, des conditions de vie de nos concitoyens, de leurs conditions d'existence. Et ces deux niveaux-là, ils ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que le niveau des luttes d'appareil, il ne faut pas le négliger, il faut le garder à l'esprit. Et il faut être vigilant par rapport à ça, parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de conflit passe dans la société ou imprègne les luttes sociales. 88, c'était en partie ça. Le début du Hirak, c'était ça. Le fameux Hirak Moubarak, entre guillemets, c'était aussi ça. Et il faut avoir la présence d'esprit de reconnaître la légitimité du mouvement social dans ses expressions tel qu'il est. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement social qui porte toutes les contraintes que ce régime a créées. Il a déstructuré la société civile, il a déstructuré les corps intermédiaires, parce que si aujourd'hui on se retrouve à ce que la réaction sociale, à ce que le mouvement social fonctionne avec la rumeur, fonctionne avec les réseaux sociaux, c'est parce que le JTA a toujours été combattu. Le JTA a toujours été caporalisé. Les syndicats autonomes ont toujours été marginalisés. Oui. Parce que, comme disait d'une façon ou d'une autre, au point où on leur a créé comment on dit, des blocages. Comment on appelle, des sosies, quoi. Des sosies, oui, voilà. Des sosies aussi, des syndicats maison. À côté. Ouais. Ouais. Donc, comme disait Madame Gueshoud, ce mouvement social, il trouve les expressions qu'il peut avoir aujourd'hui. Il semble aujourd'hui que ce soit le cas. Oui. Aujourd'hui, il y a un mouvement social qui s'est installé malgré l'emprise du régime sur tout le mouvement, sur tout le prolétariat. Ils ont mobilisé la police durant toute la journée pour dissuader les commerçants de fermer. Il y a des secteurs où le mot d'ordre de fermeture a été suivi, essentiellement en Kabylie, puisqu'il y a des traditions militantes ancrées. La grève a toujours été utilisée comme un moyen d'action. Et il semble qu'ils ont très largement mobilisé la police pour dissuader l'extension du mouvement. La police, les potentats locaux, nous dit-on, les chefs de tribu, les gros trabandistes qui ont une vraie mainmise, une vraie emprise sur la population. Tous les réseaux dont ils... D'ailleurs, à l'Assemblée, il y a eu un député du FLN qui a exhorté ses collègues pour leur dire qu'il faut qu'on descende convaincre les gens de ne pas faire grève. Qu'il y a le Maroc derrière, la France, Israël, etc. Non, plutôt il faut aller bien évidemment. C'est plutôt ça. Alors, nous allons d'abord écouter, avant de redonner la parole à Asia, je crois qu'il s'appelle Mounder Bouden, RND, un secrétaire général du RND. On va l'écouter. C'est un parti qui a commencé avec une grosse moustache et qui termine avec une grosse sucette. Et un bavoir. Il fait bébé, le gars.
La comparaison est dure. Hein. C'est qui la grosse moustache? C'était Yahya, je crois. Non, à l'origine, le RND, Z bla moustache. C'est vrai, Z bla moustache, du jour au lendemain. Apparemment, il va terminer avec les couches. Les couches bébés. Alors, nous écoutons le monsieur. على بالكم بلي كاين 27 موقع فرنسي و27 موقع من الجارة الغربية يحاول الخدمة الوحيدة تاعو أنه يحاول يأجج كل ما من شأنه أن يضرب استقرار الوطن. هناك العديد من الصفحات التي ثبت أنها تسير من الخارج. الهم الوحيد تاعها والهم الوحيد تاع الناس اللي يدفعوا الدراهم بالعملة الصعبة لأصحابها هو أنهم يحاولوا يختلقوا مشاكل هنا في بلادنا. Assia Gchoud, c'est quand même incroyable ce mépris pour l'intelligence des gens, ce monsieur qui nous dit que c'est grave, ces mouvements sociaux sont dirigés par des ennemis de l'Algérie. Il donne même des chiffres. Il y a 27, comment on pourrait dire sites. 27 sites électroniques, je ne sais pas où, et le même chiffre, 27 sites ailleurs, et où il y a un complot mondial contre l'Algérie qui ont trouvé le moyen de faire bouger les choses. C'est incroyable, c'est primaire. Ce n'est même pas intelligent, c'est insulter l'intelligence des gens à Siegfried. Oui, bon, on a l'habitude maintenant, c'est-à-dire là, ça montre, parce que toutes ces personnes qui s'expriment représentent le régime, et ça montre avant tout que la réaction du régime est d'abord sécuritaire et accusatoire plutôt que sociale et analytique. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils vont analyser une situation. Là, on voit, Jamel, ce que je suis en train de voir, c'est des mouches d'Aubeb. On a l'habitude d'avoir affaire à eux sur les réseaux sociaux. Vous savez bien, vous-même, quand vous écrivez une publication, il y a des personnes qui viennent, au lieu de dialoguer avec vous et de vous contredire et de débattre, ils vont vous insulter. Ou alors, ils vont vous accuser directement de harké, de ayad et kharjia. Vous voyez, c'est cette démarche-là. Ils sont tous devenus des mouches ambulantes. Un peu partout, il n'y a aucun moment, il y a un débat. C'est terrible de voir le niveau dans lequel on est arrivé. C'est-à-dire que le pays est arrivé à ce niveau-là. À quel moment les gens vont se réveiller? Par qui nous sommes dirigés? On donne la parole à des personnes qui tiennent ce genre de propos sur des chaînes publiques, qui s'adressent à des citoyens, à une population qui n'est pas dupe. Parce que ce soulèvement social, il a commencé là avec les transporteurs, mais il va... c'est un effet boule de neige, hein, parce que rien ne va en Algérie. Les prix ont augmenté, enfin, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, de toute façon, il va y avoir un effet boule de neige. Même si dans les médias, ils essayent de remonter un peu la population contre les transporteurs, parce que qui subit directement ces problèmes de grève, c'est le citoyen. C'est pas celui qui a son chauffeur personnel et sa voiture qui peut aller au travail, etc. C'est le pauvre citoyen qui prend le bus tous les jours, qui prend les transports en commun, qui subit la situation. Mais le citoyen, aujourd'hui, a compris que finalement, ces transporteurs ont raison parce que lui-même, quotidiennement, subit. Et je ne serais pas étonnée de voir dans les prochains jours d'autres rejoindre ce mouvement. Bon, on va peut-être dire que je fais partie de ces ayed kharejia qui sont en train de pousser les citoyens à sortir, mais je l'encourage fortement. Parce que ce n'est plus possible. Il y a un aspect des choses dont on ne parle pas suffisamment, je crois. Vous voyez, d'un côté, il n'y a plus de liberté d'expression, pas du tout. Ça veut dire que les gens, non seulement ils sont empêchés de parler, mais si jamais ils miaulent une toute petite contestation, ils vont en prison. Ce sont des milliers de gens qui sont passés par la case prison, quel qu'il soit. Il y a aussi le fait qu'il y a une vraie corruption de masse. On essaye d'acheter les gens, si ce n'est directement
dans la consommation de tous les jours, qui m'a l'Eid par exemple, dont on nous promet encore une fois, cette fois-ci 1 million pour l'Eid, ne serait-ce que... Il y a aussi la mythomanie du premier responsable de ce régime qui nous annonce des chiffres mais absolument incroyables, des prodiges tous les jours, des miracles économiques tous les jours. Est-ce que cette annonce d'un million de moutons ne fait pas partie de la lutte? Comme l'augmentation, comme la circulaire du gouverneur, comme la pseudo-réforme technique, etc. De la lutte entre eux? Entre eux, oui, oui, c'est possible. Oui. Vous utilisez des moyens pour faire sortir les gens en grève et tout. Moi, j'utilise le tube digestif. Je leur ramène des moutons. Je leur ramène des moutons pour faire du choix. Mais on n'en parle pas suffisamment, Assia, puisque nous n'arrivons plus à nous parler les uns les autres, à nous organiser, à essayer de faire naître une synergie entre nous, ça veut dire une confluence des énergies vers un même objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, je pose tout le temps cette question. Qu'est-ce que les Algériens doivent faire, entreprendre, prendre en main pour pouvoir parler d'une seule voix? Ne serait-ce, nous avons tous des divergences, des ancrages politiques différents, voire des idéologies antagonistes. Mais d'abord, paraît au plus pressé, rétablir la souveraineté du peuple, avoir des élections véritables qui puissent ne pas être fraudées, truquées, ne plus permettre à l'armée de désigner les présidents, etc., etc. Est-ce qu'il y a, selon vous? Oui, bah là, en fait, Jamel, c'est un peu tout le nerf de la guerre, finalement. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire depuis toutes ces années, depuis le début du Hirak, bientôt 7 ans, hein, on va bientôt boucler la 7e année. À l'intérieur, en Algérie, c'est très compliqué, on le voit bien, et vous discutez également avec nos compatriotes qui sont à l'intérieur et qui sont régulièrement invités sur votre chaîne. Vous voyez bien qu'il est très très compliqué pour eux, justement, par toutes ces actions qui sont menées par ce régime, c'est-à-dire les arrestations, les intimidations, le harcèlement, le fait de terroriser toute voix dissidente et de l'empêcher de s'exprimer. Et on voit bien même un parti politique comme Hams, je crois que c'est MSP maintenant, hein, c'est plus Hams, Oui, oui. si ma mémoire est bonne, qui est une formation politique légale, agréée. Au moment où son chef de parti s'exprime, ils sont tout de même violemment critiqués et bottés en touche. Donc en Algérie, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus de possibilité de dialogue ou de débat. Maintenant, si vous parlez de la diaspora et des militants qui sont à l'étranger, bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire, hein. On essaye depuis pas mal de temps de nous unir, et c'est extrêmement compliqué parce que justement, euh, ce régime a quand même fait courir une propagande assez importante. Vous avez vu tout ce que on a subi également à l'étranger, hein, c'est-à-dire qu'on a été victime d'une propagande très virulente avec des groupes voilà, qui sont des groupes de Hamid Boune qui sont venus également en France pour nous harceler. C'est extrêmement compliqué, mais nous y travaillons. Je pense que nous y travaillons. La solution aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer d'unir nos forces avec ceux de l'intérieur, mais faudrait-il euh, que les voix les plus importantes aient le courage de s'exprimer. Peut-être que ce soulèvement social va donner l'occasion et la possibilité à certains de sortir du silence. Je l'espère, je le souhaite. De toute façon, la rue gronde. Et à mon avis, les citoyens, de toute façon, ne vont pas attendre, ils vont sortir pour demander leurs droits. Parce que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et quand vous me parlez du discours de Tebboune, dernièrement, on l'a écouté il y a quelques jours, je crois, hein, quand il dit que tout va bien, vous comprenez pourquoi l'organe de presse officiel, l'APS, sort pour défendre justement cette position. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser un parti politique ou qui que ce soit, des manifestants, des grévistes, démontrer le contraire de ce que Tebboune a publiquement dit.
C'est-à-dire qu'en Algérie, tout va bien, alhamdoulilah, حنا الدولة الوحيدة والدولة العظيمة, etc., etc., etc. etc. Juste, Sia, pour apporter de l'eau à votre moulin, vous savez que certains de nos invités, que je ne nommerai pas bien sûr, nous demandent soit de ne pas les inviter lorsque le sujet est trop sensible, soit de ne pas leur poser certaines questions. Ils nous disent, vous savez, moi je suis en Algérie, si je réponds à une telle question, c'est pas sûr que je rentre chez moi. Hein, comme ça. Hein. Mais sinon, Mohamed Bakir, comment faire dans cette situation? On ne peut pas laisser ces gens suicider notre pays, le précipiter contre le mur. On ne va plus au mur maintenant, c'est le mur qui vient à nous. Alors, à mon avis, il faut bien voir que le communiqué ou le commentaire de l'APS duquel on est en train de parler concerne un parti du Sérail. Oui. Il ne concerne pas notre parti. Oui. Donc, il conseille un parti qui a accompagné la pseudo-présidentielle et un parti qui chauffe des bancs à l'APN, à la pseudo-APN. C'est vrai. Et ça devrait nous éveiller sur le fait que, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à attendre de la classe politique actuelle. Et les quelques brins d'espoir qui existent, on les a vus dans le Hirak. C'est Mohamed Tajadid, des jeunes de la trempe de Mohamed Tajadid, de Gharmoul, de l'Alami, de Ogadi, la jeune fille de Tlemcen, de Salmira Msoussi, de Tizi Ouzou, etc. Mais aussi je pense... Borga Rabbi Rahmou. Alors, des gens mais je pense que ce qui fait naître l'espoir, c'est ce qui peut sortir d'une dynamique sociale. Je pense que le plus important, à mon avis, parce que la situation ne peut pas être vitrifiée de la sorte indéfiniment. Pour le moment, il y a un blocage. Et d'ailleurs, là, par exemple, actuellement, on voit bien que même leur lieu d'arbitrage habituel, il n'est pas activé. Le lieu d'arbitrage habituel, c'est l'équivalent du Conseil de la Révolution taboumdienne, c'est le Haut Conseil de sécurité. Les derniers temps, à chaque fois qu'il y avait des questions à trancher, ils activaient le Haut Conseil de sécurité. Là, ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas réuni. Ça veut dire qu'à leur niveau, les choses sont très tendues, à mon sens. Sont très tendues. Au niveau de la classe politique, je pense que telle qu'elle est configurée, et moi je m'inclus à l'intérieur, hein, pour être tout à fait clair, telle qu'elle est configurée, on est plus issu du système qu'on est issu de l'espoir que porte notre peuple et du potentiel que porte notre peuple. Alors qu'il y a un réel espoir. Oui. Et il y a un réel potentiel. Il y a aussi d'ailleurs c'est totalement incroyable que ça puisse exister, mais à l'intérieur même du pays, des Fethi Gherras, des Karim Tabo, des Fodel Boumala. Oui, mais ça reste dans l'ancienne classe politique. Ça reste dans l'ancienne classe politique. L'un des problèmes qu'on a vécu dans le Hirak, c'était quoi? Au moment où nos concitoyens dans la rue projetaient le dépassement du système, nous, en tant que classe politique, on voulait solder les années 90. Et c'est ça, qu'il y a eu un blocage au niveau du Hirak. C'est dans ce grand écart, c'est dans ce grand écart qu'en partie, il y a eu... Mais ces gens que je viens de nommer, oui. Si tant est qu'ils ont un peu approché d'une façon ou d'une autre pouvoir, ils l'ont approché de façon très propre. C'est des amis, je le dis sans animosité, c'est des amis, je le dis sans animosité. Oui, oui. Mais je le dis par rapport à une vision... Ce n'est pas rédhibitoire pour autant, oui, ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être disqualifiés. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être disqualifiés. Bien au contraire. Mais ça veut pas dire qu'ils doivent jouer les premiers rôles. Parce que je ne suis pas en train de dire ça, je veux dire que ils ont le mérite d'exister. Oui, bien sûr. Ils représentent un potentiel propre. Il y a une parole courageuse à l'intérieur du pays. Oui. Il y a une parole courageuse. Fethi, quand ils prennent la parole, et c'est des amis, ils le font avec beaucoup de courage. Tahar Khouas, quand il le fait avec beaucoup de courage. Karim Tabo, quand il le fait, à chaque fois qu'il fait son point politique en fin de semaine, il le fait avec beaucoup de courage. Mohsin Belabbas, c'est la même chose. Athman Mazouz, c'est la même chose. Abdelkrim Zghilache, à partir de Constantine, il le fait aussi avec courage et avec constance. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on doit essayer d'essayer de voir clairement d'où peut venir... Parce que le problème, c'est quoi?
Durant le Hirak, on a vu une posture. C'est que les porteurs d'une opinion politique voulaient se positionner comme une représentation de nos concitoyens. Et ça n'a pas marché. Ça, on doit le comprendre. On doit le voir et on doit le comprendre. Bien sûr. Nos concitoyens, ils n'ont adopté aucun sigle comme devanture. Aucun ancrage. Rien. Et d'ailleurs, j'ai fait le reproche à beaucoup d'amis. Je leur ai dit, donnez-moi les chiffres de vos adhésions. Je veux bien discuter. On a eu un mouvement extraordinaire, des millions d'Algériens dans la rue. Vous êtes des structures politiques, donnez-moi les adhésions que vous avez engrangées. Ça m'aurait fait plaisir. Mais s'il n'y a pas d'adhésion, si les citoyens n'ont pas voulu investir les structures existantes, on doit comprendre pourquoi. On ne doit pas dire non, ça, ce n'est pas important, on met de côté, allez, sous le tapis. Non, ça a une signification. Alors que quelqu'un comme l'Alami, il était porté sur les épaules des gens. On l'a vu. Il était porté à Naba, il était porté à Afgaït, il était porté à Ashlif. Là où il allait, il était porté sur les épaules des gens. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir un renouvellement de la classe politique. Un renouvellement pas seulement dans ses hommes, dans ses mécanismes et dans les valeurs qu'elle porte, les valeurs qu'elle doit porter, c'est-à-dire les valeurs de la rupture vers demain. L'exemple sur lequel on doit réfléchir, c'est la Tunisie. La Tunisie, au moment du printemps tunisien. Ils ont fait soi-disant une transition. Mais la transition qu'ils ont fait, c'était pour régler les problèmes du passé. Oui. C'était pour régler les problèmes du régime de Ben Ali. Oui. Pas pour créer une nouvelle Tunisie. C'est bien vrai. Et ça, on doit l'éviter, nous. Ça, on doit l'éviter. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas solder les comptes. Oui, on doit solder les comptes. Mais on doit les solder dans un mécanisme qui est réfléchi pour ça. Et tout en sondant les comptes, on doit jeter les fondements de quelque chose de nouveau. Quel est notre rôle, nous, les militants qui ont une certaine présence sur le terrain et qui avons côtoyé le système d'une manière ou d'une autre, hein, qui avons côtoyé le système. C'est quoi notre rôle? C'est le rôle de bourgha, c'est le rôle de passeur. Ça veut dire qu'on doit être accélérer les choses, transmettre l'expérience, aider la nouvelle génération, l'accompagner, mais lui laisser la place. Ça veut dire que ma génération, notre génération, c'est une génération qui n'aura pas existé dans l'histoire du pays. C'est une parenthèse, il faut qu'on l'accepte. Elle existera à sa manière, si tant est qu'elle parvient à accompagner demain. Il ne faut pas qu'on se dise, redressez-nous, parce qu'on a vu beaucoup de choses dans le Hirak. Par exemple, le mimétisme par rapport aux personnalités historiques. Combien de gens qui ont imité le sourire de l'Arbi Ben Mehdi parmi les gens qui ont une parole publique, etc. Ça se voyait à vue d'œil. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de comprendre où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et d'aider ces nouvelles générations pour qu'elles prennent leur destin en main. Moi, c'est ma vision. Ce qui veut dire que la transition, il y a un moment de liquidation des comptes, de reddition des comptes et de liquidation de tous les contentieux qu'on veut. Hein. On peut remonter jusqu'à l'été 62. Il faut tout mettre à plat. De façon apaisée. Dans des mécanismes clairs. De façon réglée. Ce n'est pas des règlements de compte. Absolument. Ce n'est pas des règlements de compte. Ce qui veut dire que c'est pour enlever ce poids mort. C'est pour enlever ce poids mort, ce lest, par rapport aux générations futures. Et permettre à la dynamique de se développer. De partir sur un terrain qui est nivelé, sur un terrain qui est clair. C'est colossal comme travail. J'imagine, oui. Mais on ne s'y attelle pas, malheureusement. On est plus dans une posture d'un système normal. Si j'étais dans un système normal, je vous dirais, je suis candidat à ceci. Je suis candidat à être chef du gouvernement. Et à la population, au peuple, à la volonté populaire de décider qui sera qui. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit faire, à mon avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire comment je peux aider à la nouvelle vague du Hirak. Comment je peux favoriser la montée de cette... Comment puis-je être utile? Et l'utilité, à mon sens, pays, à mon sens, c'est celle-là, l'utilité. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Vous allez avoir chacun 1 minute pour le mot de la fin. Assia, le mot de la fin, en moins d'1 minute, s'il vous plaît.
Le micro, Asia, le micro, il y a un souci. Oui, pardon, j'avais coupé le micro. En une minute, je voulais simplement rebondir sur ce que j'avais entendu juste avant par rapport aux adhésions à des partis ou à des mouvements, etc. Moi, je pourrais plutôt, je pense que beaucoup pourraient donner des chiffres de désadhésion, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a eu quand même des circonstances qui ont fait que les gens ont eu peur d'appartenir à qui que ce soit, ni à un parti politique, même des associations ou des mouvements, parce que justement, ce régime a tout fait pour bloquer le débat, pour bloquer l'expression, pour bloquer toute liberté. Donc, voilà, c'est un petit peu finalement la synthèse de tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est ce blocage, pas de dialogue. Pas de débat, c'est une société qu'on veut absolument fermer sur elle-même alors qu'elle est en train d'étouffer. C'est une cocotte minute qui va finir par exploser. Je pense que j'ai fait moins d'une minute. Comme ça. Merci, Jamal. Merci, Asia. Alors, cher ami. Je voudrais juste ajouter un élément, c'est que dans la constitution algérienne, y compris celle de 2020, je ne dirai pas la date parce que ça ne mérite pas d'être de cette date-là, pour moi, le 1er novembre, il vaut beaucoup plus que ça. La grève est un droit constitutionnel. Or, tous les gens qu'on voit intervenir, ils parlent de la grève comme si c'était un acte insurrectionnel. Et ça dit toute la philosophie des gens qui sont au pouvoir. On ne peut pas dire mieux. Merci à mes deux invités. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Et ملتقى الطرق. بقاو على خير. Merci. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.